Donc, bonjour à tous. Euh, Juste une petite présentation de moi et de France Bénévolat. Donc, je suis retraité depuis maintenant 10 ans. Et depuis que je suis à la retraite, j'ai une activité au sein de France Bénévolat, qui est une association qui a trois missions. La première, c'est de faire la promotion du bénévolat pour tous. C'est-à-dire que nous sommes persuadés il est bon pour tout le monde de donner du temps gratuitement pour les autres. Ça fait du bien aux retraités que je suis, mais ça peut faire du bien aussi aux jeunes qui sont en recherche d'un premier métier. Ça peut être utile pour des gens qui sont migrants ou qui sont handicapés, hein. Quelle que soit la situation personnelle et surtout pour les personnes qui sont en difficulté socialement, l'activité bénévole peut être quelque chose de bénéfique. Donc, première mission de France Bénévolat, donc cette promotion du bénévolat pour tous. La deuxième mission, c'est de rechercher euh, des bénévoles et de les mettre en contact avec les associations qui font appel à des bénévoles. Donc, nous travaillons à travers un site internet, mais beaucoup aussi avec des, des permanences et des contacts directs avec les personnes pour voir leur motivation et les orienter vers les associations qui correspondent à leur choix. Et puis la troisième mission, c'est d'accompagner les responsables d'associations pour trouver des bénévoles, animer les équipes de bénévoles et les fidéliser pour qu'elles agissent au sein des associations. Et donc, c'est mon rôle dans France Bénévolat et c'est pourquoi j'interviens aujourd'hui, puisque notre but, c'est d'attirer des nouveaux membres dans vos associations de jumelage. France Bénévolat, les associations qui composent France Bénévolat ont réfléchi à la question comment attirer et fidéliser des bénévoles et ont imaginé que ça pouvait se résumer sous grandes choses à faire qu'on a appelées les 6 piliers des bonnes pratiques du bénévolat. Les premiers piliers, les 3 premiers piliers, c'est pour trouver des bénévoles. Le premier pilier, on va les examiner tous les 6, les uns après les autres, et puis on s'arrêtera de temps en temps pour que vous puissiez réagir et poser des questions. Donc les premiers piliers, le premier, c'est de bien préparer l'émission pour attirer des bons candidats. C'est-à-dire qu'il faut que l'association ait réfléchi à ce qu'elle allait proposer aux bénévoles pour les attirer euh, en vérifiant que ça correspond bien à ce qu'ils attendent. Le deuxième pilier, c'est de bien accueillir les candidats hein, le jour où ils se proposent. Hein, bien sûr il faut les accueillir avec convivialité. Le troisième pilier, c'est de bien intégrer les bénévoles dans le groupe où ils viennent dispenser leur activité pour les aider à s'engager dans l'action. Et puis les 3 autres piliers, ils sont plus des piliers pour la fidélisation des bénévoles, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont arrivés dans l'association, le, mettre tout en œuvre pour qu'ils se trouvent bien et qu'ils y restent. Le premier pilier, c'est de bien animer l'équipe pour donner sa place à chacun et fonctionner collectivement, hein, faire fonctionner à la fois les choses sur le plan individuel et sur le plan collectif, puisque l'association est le lieu où s'exerce une activité collective. Ensuite, bien former chacun pour qu'il puisse faire son activité dans les conditions et valeurs de l'association. Et puis enfin, bien reconnaître, c'est-à-dire donner des signes aux bénévoles que leur activité est appréciée pour qu'ils retrouvent une certaine contrepartie à leur engagement. Hein, puisque comme vous le savez, les bénévoles n'ont pas de rémunération, donc
la contrepartie à leur activité doit prendre d'autres formes qu'une forme financière. Voilà, je vais donc dérouler ces 6 piliers et rentrer un petit peu plus dans le détail. Pour le premier pilier, attirer de nouveaux bénévoles, on peut se poser la question, quelles sont les raisons de l'engagement bénévole? Alors, France Bénévolat fait des enquêtes avec une organisation qui s'appelle Recherche et Solidarité. Et tous les 3 ans, on fait une enquête pour voir un peu quelles sont les raisons de l'engagement bénévole avec toute cette série de réponses possibles. Et les bénévoles qui sont questionnés peuvent répondre évidemment à ils peuvent cocher plusieurs motifs. Les motifs d'engagement des bénévoles, le premier, c'est d'être utile et d'agir pour les autres. On voit que 86% des bénévoles cochent cette case. Ça veut dire que tout le monde, quand on s'engage auprès d'une association, c'est avec un souci d'utilité et d'avoir une action orientée vers les autres. La deuxième raison d'engagement bénévole, c'est la cause défendue, c'est-à-dire qu'on s'engage dans une association en fonction de son projet associatif, de son objet, à quoi elle sert. Donc cette cause défendue, la moitié des bénévoles, en gros, disent c'est pour cette cause. Alors, si on s'engage vers France Handicap, c'est pour les personnes handicapées. Si on s'engage auprès d'une association de migrants, bah, c'est pour les personnes qui viennent en France, etc. La troisième cause, qui est aussi cochée par la moitié des bénévoles, c'est l'épanouissement personnel. On vient rechercher dans son engagement un épanouissement personnel. Et puis ensuite, on a des causes qui sont un peu moins cochées. Appartenir à une équipe, c'est coché par un bénévole sur 3. Acquérir des compétences, c'est coché par 23%, un bénévole sur 4. Et puis plus loin, la reconnaissance sociale et exercer une responsabilité. Donc si on veut attirer des nouveaux membres, il faut qu'on montre dans notre proposition d'action qu'elle est utile, elle est orientée vers les autres et qu'elle a une cause qui est honorable. La cause défendue, il faut qu'elle soit intéressante. Ensuite, on peut dire aux gens qu'ils vont y trouver leur épanouissement, mais ça, c'est quelque chose de plus individuel. Il y a donc trois messages qui peuvent être mis en avant pour attirer des nouveaux bénévoles. Sur l'aspect être utile et agir pour les autres, on peut dire venez mettre vos compétences au service de notre association. Hein. Rendez-vous utile pour l'association, vous agirez pour les autres, hein, et vos compétences nous intéressent. Ça va un petit peu plus loin que la simple utilité, c'est dire ce que vous avez faire nous intéresse. La deuxième, la cause défendue, c'est du genre, le message est de type venez contribuer à notre projet. Hein. On est utile pour les personnes qui sont en difficulté dans tel ou tel domaine. Donc, venez nous aider pour le faire. Et puis, le troisième type de message qu'on peut faire, qu'on peut publier pour appartenir à une équipe, c'est de dire ben, notre équipe est sympathique, venez nous rejoindre. Hein. Les bénévoles viennent rechercher aussi dans euh, une des recherches des bénévoles, au moins un bénévole sur 3 venait pour travailler en équipe, pour être en équipe. Donc, il faut mettre en avant cet aspect de travailler en équipe, mais aussi l'aspect sympathique pour mettre en avant la convivialité. Alors, je poursuis donc sur mon premier pilier. Euh, Quand on veut commencer à rechercher des bénévoles ou des nouveaux membres, la question qu'on a à se poser, c'est qu'est-ce que nous cherchons réellement? Hein. Alors, j'ai fait la liste des questions classiques, hein, qui, où, quoi, quand, comment et pourquoi. Qui est-ce qu'on recherche quand on recherche des nouveaux membres? Est-ce que c'est simplement des bonnes volontés et puis ensuite on en fera ce qu'on pourra? Ou bien est-ce qu'on cherche des bras pour avoir une activité physique?
Hein. Le jour de la fête de l'association, on recherche des bras pour mettre les tables et les chaises en place. Hein. Euh, ou bien est-ce qu'on recherche une présence, quelqu'un qui tienne un accueil et qui soit présent dans l'association, ou bien une compétence particulière. Hein. On vient de parler de l'informatique. Là, c'est typiquement une compétence. Hein. Si on cherche des gens qui sont capables de faire vivre les réseaux sociaux au nom de notre association, bah, c'est une compétence. Ensuite, la question de savoir où a lieu l'activité. Est-ce que l'activité a lieu au siège de notre association? Est-ce qu'il y a des déplacements qui sont nécessaires? Comment ils sont organisés? Et puis, est-ce que le télébénévolat est possible? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut travailler pour l'association depuis son domicile au moyen de son ordinateur? C'est quelque chose qui se développe beaucoup, qui a ses avantages et ses inconvénients. Et bien sûr, quand on va proposer à des nouveaux le fait de pouvoir ou non travailler en télébénévolat, ça a de l'importance. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'activité qu'on va proposer? Hein, qu'est-ce qu'il y a à faire et quels sont les savoir-faire techniques qui sont indispensables pour, euh, pour faire cette activité? Là aussi, on peut avoir des besoins de savoir-faire informatique. Ensuite, quelle est la durée, la fréquence de la mission qu'on propose aux bénévoles? Et puis, très important, quelle souplesse on donne. Hein. Les personnes qui s'engagent dans le bénévolat, elles veulent bien donner du temps, mais elles ne veulent pas retrouver les mêmes contraintes que pour le travail. Donc, il faut autant que possible leur donner de la possibilité de souplesse pour adapter leur activité à leur propre disponibilité. Ensuite, comment va-t-on exercer cette activité? Avec quels moyens et dans quel environnement? Est-ce que c'est au siège de l'association? Est-ce que c'est avec des outils de l'association? Est-ce qu'il y a un apprentissage pour utiliser ces outils? Et enfin, euh, quel est l'objet de l'association? Pourquoi est-ce que cette activité recherche des personnes bénévoles? Hein. Quel est le projet associatif ou le but de l'association? Et quel est le public bénéficiaire de son activité? Hein. Tous ces points-là méritent d'être réfléchis avant de lancer une proposition de mission. Et quand on a réfléchi donc à ces différents points, on va pouvoir proposer une mission qui soit claire, positive, attirante et rassurante. La clarté, c'est qu'est-ce qu'on attend de vous, quand, comment et pourquoi. Hein. Vous voyez bien que les questions auxquelles on a répondu sur la diapositive précédente nous permettent de l'expliquer. Ensuite, l'aspect positif, c'est le projet de l'association, c'est-à-dire l'objet, à quoi elle sert, quelles sont ses valeurs, son utilité, l'action pour les autres. La mission attirante, c'est l'utilité, hein, puisque les bénévoles recherchent l'utilité et l'action pour les autres, les responsabilités éventuellement qu'on peut se voir confier, les nouvelles compétences qu'on peut acquérir, la convivialité qu'on va trouver dans le groupe. Tout ça sont des éléments. On ne va pas forcément tous les mettre dans notre proposition de mission, mais on va pouvoir jouer sur soit l'utilité, soit plutôt la convivialité, soit éventuellement les compétences qu'on va proposer d'acquérir aux nouveaux bénévoles. Et puis enfin, quelque chose de rassurant, c'est-à-dire quand vous allez arriver, on ne va pas vous jeter dans le grand bain du premier coup, on va vous donner un certain temps d'adaptation. On va vous mettre en binôme, en tandem avec un autre bénévole qui est plus expérimenté, qui va vous montrer comment ça fonctionne. À une on va vous donner éventuellement une formation pour apprendre à agir selon les valeurs de l'association. Et puis, vous avez toujours la possibilité de quitter l'association si elle ne convient pas à ce que vous recherchez. Hein. C'est une des particularités du bénévolat, c'est qu'on ne s'engage pas pour la vie, on s'engage
à durée tout à fait indéterminée, avec possibilité de mettre fin à tout moment à sa mission. Alors, je pense que vous avez évoqué déjà plusieurs possibilités, hein. Bien sûr, le bouche à oreille que Claudia vient de nous proposer, c'est à l'origine de pratiquement un engagement bénévole sur trois, hein. Donc, il faut toujours utiliser l'association pour demander aux membres de l'association de dire, ben, vous avez des copains, vous avez de la famille, vous avez des gens autour de vous qui pourraient nous rejoindre, vous, faut leur en parler pour qu'ils nous rejoignent. C'est un point toujours très important. Ensuite, les sites internet spécialisés, hein, Sylvie a parlé de France Bénévolat, mais il y en a bien sûr de nombreux actuellement. La, la particularité de France Bénévolat, c'est qu'on essaye d'avoir un contact personnel avec chacun des bénévoles et pas laisser faire seulement le rapprochement informatique. Ah, mais autrement, les autres sites marchent très bien aussi, hein. Et nous-mêmes, on utilise les sites des autres plateformes. Les réseaux sociaux, bien sûr, hein, il faut utiliser, il faut avoir utilisé la plupart des réseaux sociaux, hein. Il faut être enregistré sur chacun des réseaux quand on est une association active. Souvent, l'association a un site internet, bien sûr, elle doit l'utiliser également, hein, pour, ensuite, il y a des affichages qui peuvent être faits un petit peu partout en fonction du type de personnes qu'on recherche. À la maison des associations de la ville, à la maison des seniors, il y a souvent des retraités qui sont disponibles et qui peuvent s'engager. Au restaurant universitaire, si on cherche des jeunes, hein, ou auprès des associations étudiantes. On peut rechercher des partenariats avec la mairie, hein. On voit des annonces de temps en temps qui passent sur les journaux municipaux ou sur le site internet de la ville ou même sur des panneaux urbains, hein, les panneaux lumineux qu'il y a dans la ville quand il y a des actions très précises, hein. Vous parliez de la venue de vos partenaires dans le cadre d'un jumelage. Ben, pour la venue de nos partenaires à la fin du mois prochain, on a besoin de 50 bénévoles. Inscrivez-vous à tel endroit. Sur des panneaux lumineux, ça peut fonctionner. Il y a bien sûr la presse, hein, on a parlé du journal local. En fonction des associations, ça peut être bien sûr la presse nationale ou locale. On peut distribuer des tracts dans la rue, à l'université ou dans les bibliothèques, les médiathèques. Et puis, auprès des centres sociaux et maisons des jeunes et de la culture, ça marche aussi. C'est fréquenté par des gens qui sont en général actifs et prêts à s'engager. Donc, on peut avoir la chance aussi de trouver des bénévoles dans ce cadre-là. Voilà, alors vous aurez bien sûr la reproduction du diaporama, donc je passe assez vite sur la liste des propositions. Le deuxième pilier, c'est de bien accueillir les bénévoles. Alors, la première chose, c'est de répondre vite aux candidats, hein. Surtout actuellement où les candidats zappent facilement, hein. Ils passent très vite d'une chose à une autre. Et à partir du moment où ils ont pris un contact avec notre association, si on n'est pas capable de répondre rapidement, bah, ils vont partir vers d'autres choses qui vont les attirer et puis on aura raté l'occasion, hein. Donc il faut répondre rapidement. Ensuite, il faut bien sûr accueillir les candidats avec bienveillance. Et puis, je vous propose de structurer l'entretien d'accueil, hein, c'est-à-dire d'avoir un petit peu préparé son entretien avec le candidat quand on va le rencontrer pour la première fois, pour être capable de tirer une conclusion de cet entretien. Alors, la première chose, c'est d'écouter le candidat. Qu'est-ce qu'il cherche? Quel est son projet personnel, ses souhaits, son temps disponible, son expérience?
Le fait de le faire parler en premier, ça va nous permettre d'orienter ensuite la discussion en réponse à ce qu'il attend. Hein. C'est un élément de l'accueil avec bienveillance. Ensuite, on lui présente bien sûr l'association ou l'organisation à laquelle nous appartenons, le projet de notre association, nos valeurs, hein, qu'est-ce qui nous fait agir. Et puis, troisième chose seulement, c'est à ce moment-là qu'on en vient à l'activité qui est proposée, la mission qu'on propose aux nouveaux bénévoles, avec les conditions d'exercice de cette mission, à quel endroit, qu'est-ce qu'il faut faire et quelle est son utilité. Et puis après, on peut en venir à la conclusion, est-ce que ça correspond au projet personnel du bénévole? Est-ce qu'on peut euh, envisager une suite ou bien est-ce que ça ne correspond pas et qu'il vaut mieux ne pas donner suite? Alors ça paraît un peu rigide comme système, hein, mais évidemment à appliquer souplement. Hein. Cet entretien d'accueil, il peut très bien se passer dans un bar ou dans le hall de la maison des associations. Hein. C'est quelque chose euh, qui ne doit pas être fait de manière rigide, il faut être relativement souple et convivial, mais le fait d'avoir cette méthodologie en tête, ça permet d'arriver à des conclusions qui sont tout à fait satisfaisantes. Alors, le troisième pilier, c'est de bien intégrer les bénévoles dans l'association. Donc, on va vous proposer de travailler un petit peu la question en quatre sous-groupes. Hein. Un nouveau groupe de membres arrive dans votre organisation. Il y a deux questions qui vous sont posées. C'est qu'est-ce qu'ils doivent savoir ou connaître pour être efficaces et utiles, hein, pour assurer leur mission. Hein. Donc, c'est la première réponse qu'on va vous proposer de ramener au groupe. Hein. Qu'est-ce que doivent savoir ces nouveaux pour être efficaces et utiles? Et puis ensuite, comment est-ce que vous allez faire pour leur apporter ces connaissances et ces savoirs? Comment vous allez agir après pour leur donner les connaissances ou les savoir-faire qui sont nécessaires pour exercer leur activité au sein de votre organisation. Voilà, donc sur ce pilier intégration, ce que propose France Bénévolat, c'est d'avoir un premier contact avec une présentation des personnes et des lieux, et puis si possible un moment de convivialité, hein, comme ça vient d'être rappelé, hein, dès le début de montrer qu'on est une association conviviale. Ensuite, il y a l'aspect découverte de l'association, avec ses acteurs, ses valeurs, éventuellement les documents qui existent de charte, de livret d'accueil, les dernières activités. Hein. Le journal que je viens d'évoquer est quelque chose qui peut être utile dans ce cadre-là. Après, c'est qu'est-ce que va faire le nouveau bénévole? Donc, voir avec lui, en fonction de ses compétences et de ses souhaits, quelle va être sa mission, quelles vont être les premières actions à mener, les moyens nécessaires, et notamment en formation, dont il peut avoir besoin. Et puis enfin, rentrer tout de suite, enfin rentrer aussitôt que possible dans l'action, avec un accompagnement par un tuteur, l'accès à des formations si elles sont utiles, et puis surtout faire des points réguliers avec les nouveaux pour voir s'ils se sentent bien, s'ils n'ont pas de difficultés, pour pouvoir tout de suite répondre aux petits problèmes qu'ils veulent rencontrer et qu'il n'y ait pas de réticence à leur engagement. Alors, pour aider à l'intégration des bénévoles, il y a des documents qui sont possibles, qu'on peut mettre en place. On propose principalement de faire des livrets d'accueil ou d'écrire une charte des bénévoles. Alors rapidement, un livret d'accueil, c'est un document sur lequel on va essayer de mettre tout ce qui est utile pour un nouveau qui arrive.
Donc, on va mettre dans le livre d'accueil un peu un résumé de ce qu'est l'association, ses valeurs, son projet, son organisation. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'être bénévole dans l'association? Qu'est-ce qu'on va y faire? Quel est le rôle des bénévoles? Quelles sont les actions concrètes qu'ils sont amenés à faire? Sur un plan pratique, comment se passent les remboursements de frais ou les assurances s'il y a des nécessités, hein? Je pense que dans vos jumelages, c'est quelque chose d'important. Les frais de déplacement, comment on comment, qui paye et comment? Et est-ce qu'il y a une assurance collective pour le cas où il y aurait des accidents? Et puis enfin, les moyens qui sont mis à disposition des bénévoles pour exercer leur mission. Est-ce qu'il y a du tutorat, de la formation? Comment on accède au site Internet, hein, tous les aspects pratiques, hein. Est-ce qu'il y a une application informatique qui est utilisée dans l'association? Donc un livret d'accueil peut être construit juste en mettant dedans tous les renseignements utiles pour les nouveaux. La charte des bénévoles, elle est surtout proposée dans les associations où il y a à la fois des bénévoles et des salariés pour clarifier le rôle des bénévoles par rapport à celui des salariés. Parce que les salariés d'une association, ben, il y a comme pour tout salarié dans une entreprise, un aspect hiérarchique, hein, une autorité de la part de la direction de l'association pour leur donner des ordres. Alors que le bénévole, lui, il agit dans le cadre de sa bonne volonté en adhésion au projet de l'association. Donc, il peut être utile de préciser le rôle des bénévoles dans leur activité. Alors, on peut rappeler que le bénévole se fait sans rémunération, sans profit direct ou indirect, que le bénévole doit respecter euh, avoir un respect et de la solidarité envers toute personne dans l'association, qui doit adhérer aux valeurs de l'association, qui doit agir dans l'association avec rigueur, hein, pour ne pas se retrouver en dehors des valeurs de l'association, que la convivialité est quelque chose d'important, de même que l'esprit d'équipe, et puis qu'on fonctionne de manière indépendante à l'égard du politique et du religieux, hein, et que l'association reste dans un respect de la laïcité. Alors ça, c'est vrai surtout dans les associations françaises, bien sûr. Quand on est dans les échanges, l'indépendance à l'égard du politique n'est peut-être pas toujours aussi facile quand on est en lien très étroit avec les mairies ou les municipalités ou autres. Le quatrième pilier, c'est l'animation. Hein, on a un peu tendance à penser qu'une fois que les gens sont dans l'association, qu'ils ont rejoint le groupe, les choses se font naturellement. Alors que c'est pas si évident, hein. Une association, c'est un peu comme une entreprise ou comme une équipe de sport, hein. S'il y a pas une animation qui est en place, la motivation peut tomber et les bénévoles peuvent se lasser et s'en aller. Donc, on va avoir trois points importants. Le premier, c'est le lien avec chaque bénévole. Soutenir la motivation de chacun, ça veut dire garder des contacts réguliers avec chacun. Ensuite, l'aspect plus collectif, la cohésion de l'équipe. Donc, travailler de manière collective pour que l'association fonctionne, hein, dans ces collectivités. Et puis ensuite, mettre en place des outils de communication adaptés entre les membres de l'association pour qu'ils puissent communiquer entre eux facilement. Donc, soutenir la motivation de chaque bénévole, ça veut dire avoir un contact personnel régulier avec chacun. Alors, ça peut être bien sûr partagé entre les différents responsables de l'association, hein. Il n'y a pas d'organisation hiérarchique, c'est quelque chose qui peut être très, très diffus, mais il est important que chaque bénévole ait un lien un peu permanent avec quelqu'un dans l'association. Au début, quand ils viennent de rentrer, ça peut être le tuteur qu'on a désigné, mais ensuite, c'est important d'avoir un contact régulier. La cohésion de l'équipe, ben, on va la faire au cours de réunions
Et pour qu'une réunion amène de la cohésion, ben, il faut qu'elle soit bien préparée et animée. Hein. Les réunions, on ne sait pas très bien de quoi on va discuter et à quoi on doit arriver. Euh, Ça ne fonctionne pas. Même dans un mode de fonctionnement bénévole, on veut être utile et efficace. Hein. Et on est plus à l'aise quand les choses marchent bien. Donc, bien préparer les réunions. La cohésion d'équipe, c'est aussi les moments de convivialité, bien sûr, qu'on peut organiser à toute occasion hein, le fait de prendre un repas ou simplement un verre ensemble, c'est quelque chose d'important. Ça permet les échanges non officiels, qui sont aussi importants que que les informations officielles. Et puis enfin, mettre en place des outils de communication adaptés, c'est permettre à toute l'équipe de bénévoles de communiquer ensemble. Alors, soit de recevoir des informations à travers des newsletters venant des responsables, mais aussi une messagerie qui permet de communiquer avec chacun, des groupes de discussion qui peuvent être mis en place soit physiquement, soit de manière informatique. Hein. On peut utiliser des groupes de discussion sur des plateformes. On peut avoir des dossiers partagés sur des plateformes informatiques ou carrément des plateformes collaboratives où on va trouver tout un système de communication entre les membres de l'association. Alors, sans tomber dans un excès de numérisation des échanges, il est utile de s'appuyer sur les techniques existantes qui rendent bien service aujourd'hui. Le cinquième pilier, c'est la formation. Hein. On a toujours tendance à penser, quand on sait faire quelque chose, que c'est facile et que donc les autres savent le faire aussi. Hein. Et ça pose beaucoup de difficultés parce qu'en réalité, euh, chacun a des compétences, mais les compétences, les savoir-faire des uns et des autres sont très différents. Et quand on rentre dans un groupe, il faut apprendre, hein, à utiliser les outils et à avoir les comportements qui sont les bons dans le groupe. Donc, la première formation, ça va être pour mieux connaître l'association et son projet, hein, pour pouvoir partager les valeurs de l'association et situer son action par rapport à celles des autres et au projet associatif. Hein. Comment se comporter dans le groupe. Là, il s'agit des compétences sociales, hein, qui sont très importantes, qui ne sont pas forcément des choses qu'on peut donner sous forme de formation théorique. Hein, c'est plutôt du vivre ensemble qui permet de fonctionner ensemble ensuite. Après, il y a des formations qui sont plus techniques pour bien remplir sa mission, hein, savoir comment accomplir les tâches qu'on me confie, quelles sont les méthodes qui sont les bonnes pour l'association, et puis quels sont les outils, et notamment les outils informatiques que je dois utiliser. Hein, tout à l'heure, on disait qu'on avait besoin de bénévoles qui sachent utiliser les outils informatiques, mais il y a aussi la nécessité pour chacun de nous de savoir utiliser au minimum les outils de communication avec les autres. Et puis, la formation est utile pour évoluer, hein, avoir des notions de gestion associative, savoir comment on se gère une association, quelles sont les réunions nécessaires pour la vie associative, comment se gère la trésorerie d'une association. Et aussi, ça permet euh, de pouvoir d'amener les bénévoles à évoluer vers des tâches de prise de responsabilité dans l'association. Hein. C'est quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure, qu'il y a des gens qui viennent, qui veulent bien faire les tâches de base, mais qu'il y en a peu qui acceptent de prendre des responsabilités. Donc, c'est important de créer les conditions, de donner des notions, hein, parce que la crainte des responsabilités, c'est souvent quand on ne sait pas faire. Donc, il faut apprendre à faire petit à petit pour pouvoir ensuite accepter de prendre des responsabilités. Alors, les méthodes de formation sont très diverses. Hein. On peut avoir de la formation sur le tas, hein, dans l'activité même, avec un ou deux bénévoles expérimentés qui vient servir de parrain ou de tuteur. Il y a bien sûr les documents qui existent dans l'association, des livres.
On peut avoir des tutoriels informatiques. On peut utiliser des webinaires comme on le fait en ce moment pour former les membres de l'association, ou bien organiser des sessions en présence qui ont l'avantage en même temps de beaucoup donner de la cohésion au groupe. Alors j'arrive au sixième et dernier pilier sur lequel vous allez avoir un petit peu à travailler aussi. Avant de rentrer dans ce pilier, on a demandé aux bénévoles dans nos enquêtes avec Recherche et Solidarité quelles sont les principales satisfactions que vous éprouvez dans votre activité bénévole. Et alors on s'aperçoit que 3 bénévoles sur 4 mettent en premier le contact et les échanges avec les autres. Donc ça veut dire que si on veut reconnaître l'activité des bénévoles, leur donner des signes de reconnaissance, il va falloir favoriser le contact et les échanges, puisque c'est ça qu'apprécient les bénévoles. Ensuite, la deuxième chose qu'ils viennent chercher, et ils sont aussi 2 bénévoles sur 3 au moins le coche, c'est d'être efficace et utile. Hein, donc, renvoyer vers les bénévoles des remerciements sur leur utilité est quelque chose d'important. Ensuite, c'est la convivialité. On n'est pas très loin des contacts et des échanges, hein, mais c'est aussi c'est l'aspect plus chaleureux et plus convivial qui est coché par un bénévole sur 2. Et puis après, l'efficacité revient aussi dans le sentiment de changer les choses qui est coché avec 40% des bénévoles. Ensuite, ils trouvent dans leur activité bénévole de l'épanouissement personnel. Ils sont satisfaits de faire progresser l'association, ce qui est encore de l'utilité. Le sentiment du devoir accompli. Et puis plus loin, la découverte d'un univers inconnu, la possibilité d'innover ou la reconnaissance sociale et puis accéder à des responsabilités. Mais on voit que l'accès à des responsabilités est coché tout à fait en dernier et par un petit nombre de bénévoles. Hein, alors que les contacts échanges et l'efficacité et l'utilité sont les points principaux auxquels répondent les bénévoles quand ils disent leur satisfaction. Alors, je vais vous proposer, sous forme de brainstorming, de trouver une action concrète pour renforcer chaque source de satisfaction qu'on vient de voir pour les bénévoles. Alors, on va le faire pas à pas, hein. C'est un petit peu théorique dit comme ça, mais comment peut-on favoriser le contact et les échanges dans notre association? Avez-vous des idées? Ouais, ben nous, dans notre association, justement, ce qu'on s'est dit, c'est que on pourrait déjà créer à chaque fois qu'il y a une activité, un groupe WhatsApp des personnes qui, euh, qui étaient soit en charge, mais aussi des familles d'accueil, parce qu'on s'est rendu compte là sur les derniers séjours qu'il y avait eu plein de petits bugs avec des informations, des programmes version 1, version 2, version 3 qui ont été envoyés et du coup l'information passait mal. Donc déjà on s'est dit la première chose c'était de créer un groupe WhatsApp pour déjà pour chaque activité qu'on puisse communiquer facilement et même du coup qu'il y ait une personne dans l'association qui soit responsable de diffuser les dernières infos ou qui tous les jours fasse un rappel. Demain, rendez-vous à telle heure, à tel endroit, voilà, des choses comme ça. Donc, en même temps, donc donner des petites missions à des gens même juste qui sont pas au comité d'organisation, mais qui sont peut-être juste famille d'accueil, mais une personne pourrait se charger d'animer ce groupe WhatsApp pour rappeler les bons horaires, les choses comme ça. Voilà, c'est une petite chose simple, mais qui favoriserait la communication, qui responsabiliserait aussi les gens. Ça donne un peu une idée de groupe, de famille, un petit peu aux gens, en même temps famille d'accueil, membres de l'association et tout ça. Donc tout le monde pourrait communiquer via ce groupe pour chaque activité. Voilà, c'est une petite idée. Très bien, merci.
autre proposition sur le favoriser les contacts et les échanges entre les membres de l'association? Oui, Ulrich Huet, en mettant votre micro. Oui, le WhatsApp, bien sûr, c'est un outil pratique dans l'organisation des choses. Ce qu'on met en place aussi, c'est des plateformes où on fait un partage des photos. Hein, c'est un drive, quoi. Quelqu'un a mis à disposition et effectivement, c'est un bon moyen de faire participer, enfin de partager, en l'occurrence, ce qu'on a vécu par l'image. Oui, très bien. Et puis le retour sur action, qui concerne plus donc les locaux, mettons que c'était un échange, euh, il nous semble important d'organiser après un moment convivial où en plus d'échanger ses photos, on parle de ses expériences, enfin bon, et qu'on crée par la convivialité autour d'un pot avec un peu quelque chose à grignoter, etc. Oui, oui, Et, bien sûr. et élargir, bien sûr, enfin tu l'as déjà dit plusieurs fois, hein, élargir aussi à ceux qui n'ont pas forcément été impliqués dans l'échange. Oui, ça permet d'espérer les impliquer la prochaine fois. C'est ça. Alors, la deuxième source de satisfaction, c'est d'être efficace et utile. Comment peut-on montrer aux membres de notre association qu'ils sont efficaces et utiles? Je ne vais pas monopoliser la parole, mais pour préparer, par exemple, nos derniers programmes, on crée des petits groupes, enfin, où on charge quelqu'un qui se propose d'organiser telle excursion ou telle autre excursion, contacter les restaurants, etc. Et puis, bon, c'est un remerciement qui se fait en groupe, quoi, au moment d'une réunion. Et je pense que c'est important pour les personnes concernées, si elles sont très impliquées, on fait beaucoup de travail, qu'il y ait aussi la parole de remerciement, avec la reconnaissance du groupe. Mhm. Oui, très bien. Mhm. Regina? Ja, also ich kann mich der Vorrednerin nur anschließen. Also Dank ist ganz wichtig und wir haben das jetzt auch schon häufiger gemacht, dass wir bei Programmen, die wir geplant haben, Mitglieder mit einbezogen haben, dass die das mit selber, Teile selber organisiert haben. Das heißt eine Wanderung, eine deutsch-französische Wanderung und Führungen hier und dort. Und ganz wichtig ist es dann, dass man der ganzen Gruppe dann sagt, hier, das mache ich dann auch anschließend immer per Mail, dass ich dann diejenigen, die ich da sehr eingebracht haben, dann nenne, mit Namen auch und bedanke. Und oft ist es dann so, dass wir zumindest in der großen Organisationsgruppe anschließend auch nochmal essen gehen. Dann werden die eingeladen oder bei Gastgebern, beim Austausch oder wie auch immer, die laden wir dann auch während des Programms auf jeden Fall auch mal zum Essen ein, damit man also auch zeigt, hier, ihr unterstützt das ganz tatkräftig und wir sehen das und das ist ganz toll und ohne euch geht das gar nicht. Diese Wertschätzung, die kommt auch immer super gut an. Und wie gesagt, in den anschließenden Rundschreiben teilen wir das dem ganzen Verein mit, sodass dann beim nächsten Mal auch andere vielleicht Lust haben, sich damit einzubringen. Das war's. Merci. Alors, le troisième point, c'est la convivialité, mais on l'a déjà pas mal évoqué, hein, euh, dans le contact et les échanges et tout de suite dans l'utilité, on a déjà parlé de convivialité, hein, c'est évident. Et sur le sentiment de changer les choses, d'avoir fait progresser l'association, est-ce que vous avez des idées sur ce qu'on peut faire?
niveau de l'association, là, comme on a un peu des problèmes justement avec la reproduction à l'identique de choses depuis des années et des années, on a décidé là récemment, suite aux 2 derniers accueils, de faire un espèce de bilan, de retour d'expérience entre guillemets, en associant non pas uniquement les membres du CA, mais aussi en associant par exemple les familles d'accueil pour qu'elles puissent aussi exprimer ce qu'elles ont trouvé bien, pas bien, est-ce que éventuellement justement elles auraient des choses à proposer pour améliorer l'accueil des délégations dans le futur. Donc associer, si vous voulez, de façon plus large, Le plus large tous, possible. Oui. voilà, les participants aussi, et ben, même si ça paraît un peu évident, mais en tout cas d'associer les participants aux activités, ce Oui. retour d'expérience à ces bilans qui souvent sont faits juste en CA avec un tout petit groupe de personnes. Oui, cet aspect participer à l'évaluation est quelque chose qui est assez fort, hein, parce que ça permet à chacun de donner son avis. Et puis faire progresser l'association, on est un peu dans la même logique. Sur l'aspect découvrir un univers inconnu, qui est quelque chose aussi que les bénévoles recherchent. Mais déjà, votre activité de jumelage est déjà la découverte d'une ville inconnue, d'une culture différente. Je pense qu'on est assez proches. Donc, je reprends rapidement un peu les points qui ont été évoqués parce que vous les avez à peu près tous évoqués. Donc, sur l'efficacité, l'utilité, il y a les remerciements, le partage des résultats, soit par une évaluation, soit par une publication de résultats chiffrés quand l'activité est mesurable. Ensuite, on a les contacts et les échanges. Ben, ça se fait à travers du travail en équipe, des réunions de partage, notamment pour voir aussi les résultats qu'on a eus et améliorer pour la suite. Les moments de convivialité, bien sûr. Donner du sens à son action. On peut aborder des notions de gestion associative pour... on a toujours le souci à France Bénévolat d'amener les bénévoles à prendre des responsabilités dans les associations. Donc, on essaye de leur montrer aussi l'arrière-cuisine et pas seulement la façade, hein, de leur montrer un peu ce qui se passe par derrière. Et puis le fait d'acquérir des compétences, ben, il y a les formations, le fait d'accéder à de nouvelles responsabilités. Et puis le passeport bénévole, je ne sais pas si vous connaissez cet objet. C'est un document qui a été créé par France Bénévolat en 2007 et qui permet sur une fiche qui décrit l'activité du bénévole d'identifier les savoir-faire techniques et sociaux qu'il a pu mettre en œuvre au cours de sa mission. Et c'est une sorte de certificat de compétences, hein, d'attestation de compétences qu'on va remettre au bénévole et qui va pouvoir utiliser éventuellement, on pense surtout à des jeunes qui sont en recherche d'emploi, ils ont eu une activité dans une association et ça leur permet le jour où ils recherchent du travail de montrer qu'ils ont eu une activité intéressante et acquis un certain nombre de compétences dans cette association. Donc c'est un document qui n'a pas de valeur officielle, mais qui est quand même reconnu par le ministère de l'Éducation nationale comme un élément de validation des acquis de l'expérience, c'est l'attestation d'une expérience que le bénévole a acquise au cours de sa mission dans l'association. Ce passeport bénévole peut bien sûr être acheté sur le site de France Bénévolat directement. Alors, Yona m'a demandé de vous proposer une activité, un petit travail pour la prochaine fois. Alors, ce que je vous propose, c'est de rédiger une offre de mission
pour trouver de nouveaux membres pour votre association. Sous la forme d'un texte qui peut être illustré et prêt à poster sur la page Facebook de votre association, avec comme contenu minimum, il y aurait l'objet de la mission, la disponibilité requise, qu'est-ce qu'il faut, quel temps on va consacrer à l'association, quelles sont les connaissances ou savoir-faire utiles, ou pas forcément indispensables, hein, peut-être comme on l'évoquait tout à l'heure, le fait de dire que savoir parler allemand pour les Français n'est pas indispensable, et réciproquement. Et puis, l'accueil et formation, comment vous accueillez et formez le futur membre. Hein, donc, un petit post à mettre sur Facebook, quelque chose qui soit suffisamment condensé, mais si possible attirant, pour attirer de nouveaux bénévoles dans votre organisation.